Olá, o programa Direitos Sem Fronteiras de hoje estreia uma série de entrevistas com embaixadores e representantes de embaixadas de outros países no Brasil. Nós queremos saber o que eles pensam sobre as principais questões mundiais e também sobre as relações com o nosso país. E nessa estreia, nessa primeira conversa, estamos com Emmanuel Lenan, embaixador da França no Brasil. Emmanuel Lenan, 54 anos, é formado em Ciências Políticas, com especializações em Economia e em Administração Pública. É diplomata há 27 anos, embaixador da França no Brasil há 6 meses. Foi embaixador na Índia e teve outras passagens por postos importantes nos Estados Unidos e na China. É professor de Relações Internacionais, fluente em francês, claro, e também em inglês, mandarim e alemão. Casado, 4 filhos, é apaixonado por fotografia. Tem trabalhos expostos em museus da Europa. Embaixador, muito obrigado pela presença do senhor aqui no Direitos Sem Fronteiras. É um prazer. Olá, o prazer é meu. Muito bem, a primeira pergunta que eu lhe faço é o seguinte: como é que o senhor classifica as relações comerciais, principalmente, entre o Brasil e a França? Há entraves, na opinião do senhor? Como essas relações poderiam melhorar? Excellente, très forte, très robuste, beaucoup d'échanges entre les deux pays et surtout beaucoup d'investissements, notamment français au Brésil, puisqu'il y a plus de 1100 entreprises françaises qui sont actives au Brésil, qui sont des très gros employeurs au Brésil, qui emploient plus de 500 000 Brésiliens. Donc c'est très important, mais nos deux pays peuvent aller beaucoup plus loin. Ce sont deux grandes puissances industrielles, commerciales. Et vous avez sans doute vu que lors de la récente visite du président Emmanuel Macron au Brésil au mois de mars, il y a plus d'une vingtaine d'accords qui ont été signés et des accords dans des domaines très porteurs de croissance dans l'avenir, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit les minerais critiques, que ce soit l'espace et d'autres, notamment sur l'énergie. Bem, embaixador, o Brasil insiste num acordo entre o Mercosul e a União Europeia, mas o presidente Macron tem rejeitado essa ideia. Qual é a razão exatamente? E essa posição é negociável? Le président Macron a été très clair, la France n'est pas favorable à cet accord, et d'ailleurs la France, mais ce n'est pas le seul pays de l'Union européenne qui n'y est pas favorable. Il n'est pas favorable parce que, et il l'a dit clairement, c'est un accord qui a été négocié depuis plus d'une vingtaine d'années, qui a été conçu il y a encore plus longtemps, et qui n'incorpore pas toutes les avancées qui ont été réalisées à la fois par l'Europe mais aussi par le Brésil en matière de protection de l'environnement, de la biodiversité depuis cette date. La France est l'un des pays les plus ouverts sur le commerce international au monde. 1 emploi sur 7 en France est le fait d'entreprises étrangères, il y a des flux commerciaux. L'Europe est la première puissance commerciale au monde. Non, ce que nous voulons, ce sont des accords qui soient à la fois équilibrés, mais qui participent aussi à l'effort commun de limitation du réchauffement climatique et de protection de l'environnement. Donc nous ne sommes pas contre un accord, nous sommes contre un accord qui est conçu sur des bases périmées. Ce que nous voulons, c'est une négociation qui s'engage sur un accord qui prenne en compte tous ces éléments et qui soit vertueux. Vamos falar pouco agora sobre a questão ambiental. O Brasil sempre cobra dos chamados países ricos mais contribuição para se combater os efeitos da crise climática mundial. A França estaria disposta a contribuir mais do que já contribui? Bien sûr. Pour que l'effort mondial de limitation du réchauffement soit couronné de succès, il faut que cet effort soit juste. Et c'est quelque chose que répète la France depuis des décennies. Bien sûr, des pays développés, des pays plus riches ont aussi une responsabilité historique dans le réchauffement climatique et doivent, à mesure de leur capacité de financement, participer à l'effort commun. Et la France, à titre national, a dépassé ses engagements l'année dernière de 25% et elle a donné à ce titre 7,5 milliards d'euros, ce qui est un effort exceptionnel. Donc oui, nous pensons que
que la transition doit être juste. Nous pensons qu'il faut donner à tous les pays les conditions de ne pas avoir à choisir entre le développement et le respect de l'environnement. Et c'est dans cet esprit que nous travaillons avec le Brésil. O senhor citou a COP e a COP 30, chamada COP 30, será no Brasil. O que a França espera dessa COP? Bien, beaucoup, parce que la COP 30 sera une étape essentielle. 10 ans après la COP 21 que nous avions accueillie en France, qui avait été la COP de la constatation et de l'engagement des États. 10 ans après, il faut qu'il y ait un bilan qui soit fait et de nouveaux engagements si nous voulons contenir le réchauffement climatique. Tous les experts vous le disent, le réchauffement actuellement est au-delà de 1,5 degré. Si nous voulons arriver à le contenir dans des marges supportables, il faut que la COP 30 à Belém soit l'occasion d'une ambition renouvelée. Et nous sommes confiants parce que quel autre pays, mieux que le Brésil, avec à la fois sa position de pays du Sud capable de parler au Nord, capable d'entraîner des coalitions et pays essentiel dans la lutte contre le réchauffement climatique, dans la protection de la biodiversité. Quel autre pays, mieux que le Brésil, est capable de porter ce combat l'année prochaine à Belém? Embaixador, há uma preocupação crescente em todo o mundo com o papel desempenhado pelas chamadas redes sociais. Como a França lida com isso? Na sua opinião, as redes sociais deveriam passar por algum tipo de controle? Se sim, que controles seriam esses? Écoutez, mon pays, comme tous les pays européens, est pour la liberté d'opinion, la liberté de la presse, la liberté d'expression. Et nous pensons que les réseaux sociaux sont une des modalités maintenant privilégiées de l'expression de cette liberté. Néanmoins, on ne peut pas faire n'importe quoi et c'est pour ça qu'en Europe, nous avons fixé des règles au travers notamment du Digital Services Act qui est entré en vigueur au mois de février. Le principe, il est simple, c'est que ce qui n'est pas toléré en dehors des réseaux sociaux ne peut pas être toléré sur les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas accepter que des appels à la haine, quelquefois au meurtre ou des propos racistes soient tenus sur les réseaux sociaux alors que vous n'acceptez pas et que vous les pénalisez en France et en Europe et au Brésil aussi quand ils sont tenus en dehors des réseaux sociaux. Et bien, c'est ce principe simple que nous appliquons en Europe et nous sommes toujours heureux de partager aussi nos expériences avec les homologues brésiliens. Cette loi, c'est une question qui est prise en compte au niveau de l'Union européenne, impose aux plateformes de services numériques et aux sociétés qui contrôlent les réseaux sociaux de veiller à modérer l'expression des opinions sur ces plateformes pour que des propos qui ne sont pas acceptables dans notre cadre ne soient pas tolérés sur les plateformes elles-mêmes. Donc c'est un cadre qui est fixé pour que les plateformes continuent à favoriser une liberté d'expression qui est conforme à nos valeurs démocratiques et à nos valeurs constitutionnelles. Na opinião do senhor, embaixador, qual é o papel do judiciário nesse mundo nosso, nesse mundo contemporâneo? O senhor considera que em alguns casos, em alguns países democráticos até, há um certo exagero, um protagonismo exagerado ou não? Non, pas du tout. Je ne vois aucun risque avec le pouvoir judiciaire. Pour nous, le pouvoir judiciaire est essentiel à la démocratie. Et il faut un pouvoir judiciaire qui soit à la fois fort, impartial, et c'est une condition essentielle. C'est à la fois une condition de bon fonctionnement et aussi un rempart quand il y a des actions, des tentatives qui ne sont pas conformes à la démocratie, à la Constitution. Et on a vu au Brésil l'importance du pouvoir judiciaire, on le constate encore, et on l'a vu notamment, le monde entier a pu le constater lors des événements du 8 janvier.
Embaixador, o Brasil elencou 3 temas que ele julga prioritários para serem discutidos na reunião dos chefes de Estado ao longo de todo este ano, mas principalmente na reunião dos chefes de Estado em novembro, no Rio de Janeiro. São eles: combate à fome, pobreza e desigualdade, desenvolvimento sustentável e reforma da governança global. Como a França deve se posicionar em relação a esses 3 temas? Écoutez, nous sommes totalement en soutien de la présidence brésilienne. C'est des thèmes qui sont absolument cruciaux. Nous essayons d'apporter des briques à l'édifice que construit la présidence brésilienne. La réforme de la gouvernance mondiale, elle est clé. Je ne reviens pas sur le climat et la protection de la biodiversité, je viens d'en parler, et évidemment la lutte contre la faim, la pauvreté, les inégalités mondiales est un sujet essentiel. Nous y travaillons au niveau des experts, au niveau des ministres. Nous réfléchissons beaucoup ensemble aussi sur les moyens, les voies et moyens d'une taxation internationale, notamment sur les plus hauts revenus, qui permettent de corriger ces inégalités qui sont source de tensions dans le système international. Na avaliação da França, a Organização das Nações Unidas precisaria de reformas? Se sim, que reformas seriam essas? Mas eu vou pedir que o senhor responda daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. O Direito Sem Fronteiras, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje conversamos com Emmanuel Lenan, embaixador da França no Brasil. Embaixador, no bloco anterior eu deixei uma questão no ar para o senhor abordar agora. Eu pedi que o senhor nos falasse sobre possíveis reformas na ONU, na Organização das Nações Unidas. Na opinião da França, haveria necessidade de reformas? Se sim, que reformas seriam essas? Comme le Brésil, nous voulons que les Nations Unies soient au centre du jeu. Nous pensons que pour corriger les désordres du monde, les ordres de sécurité, certains problèmes de développement, d'inégalité économique, les Nations Unies ont un rôle central à jouer. Mais pour qu'elles soient efficaces, il faut qu'elles représentent les réalités des rapports de force du monde. Et c'est pour ça que depuis plusieurs décennies, la France est une des championnes, avec le Brésil, de la réforme des Nations Unies, pour qu'elle soit représentative du monde dans lequel nous vivons. C'est pour ça que nous défendons une réforme des institutions, pour ça que nous défendons un élargissement du Conseil de sécurité des Nations Unies qui permettent d'intégrer des pays qui jouent un rôle majeur sur la scène mondiale, comme le Brésil. C'est pour ça aussi que nous défendons des réformes du mode de fonctionnement aussi des Nations Unies. J'ai parlé du Conseil de sécurité, bien c'est vrai aussi pour le droit de veto. Nous défendons une réforme du droit de veto pour que le droit de veto, qui n'est pas un privilège, ne permette pas de bloquer certains dossiers au Conseil de sécurité quand une action internationale serait absolument indispensable. Nous ne proposons pas une limitation ou une abolition du droit de veto en tant que tel, nous proposons de manière pragmatique, notamment que pour des atrocités de masse, des crimes de masse, le veto ne puisse plus être utilisé. Nous proposons des réformes de ce type. Bem, o senhor manifestou o apoio da França à pretensão brasileira de participar do Conselho de Segurança. A pergunta que eu lhe faço: que outros países poderiam ser agregados ao Conselho? Porque há reivindicações, por exemplo, da Alemanha, do Japão, da África do Sul, enfim, há uma série de países. Quais os países, na sua opinião, poderiam participar ou deveriam participar do Conselho? Quantos seriam? Qual o número ideal de participantes do Conselho de Segurança? Il faut que les pays qui jouent un rôle politique, économique, stratégique dans le monde d'aujourd'hui soient à la table du Conseil de sécurité de façon permanente pour pouvoir, avec les autres membres, régler les grands problèmes de la gouvernance mondiale. Donc les pays qui pèsent, c'est évidemment le Brésil. Ce sont des pays aussi comme le Japon, comme l'Inde, comme l'Allemagne et de grands pays africains comme vous le dites. Il faut qu'on représente les grandes puissances du monde pour pouvoir collectivement arriver à répondre aux urgences.
Existem propostas também, embaixador, de reformas em organismos como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial. Como a França vê essas propostas? Haveria essa necessidade de reformas, de fato? Ouais, indispensable. Indispensable à la fois parce que, comme les autres institutions que j'ai citées auparavant, il faut que les modes de décision, la représentation des pays représentent les réalités du monde d'aujourd'hui et que les grands pays comme le Brésil soient aussi présents qu'ils devaient l'être, ça c'est sûr, mais aussi parce que il faut que ces institutions participent encore plus, davantage aux grands défis qui sont ceux du monde d'aujourd'hui, le défi de la pauvreté, du développement que vous avez cité, et le défi évidemment de la préservation de la planète, des équilibres écologiques et de la lutte contre le réchauffement climatique. Et pour ça, on a besoin que toutes les institutions financières internationales, le secteur privé, tous les acteurs en fait, voient leurs efforts converger. Et c'est dans cet esprit que le président Macron, notamment au mois de juin, a organisé la rencontre à Paris pour un nouveau pacte financier. Parce qu'il estime que maintenant, soit 80 ans, après la création du système de Bretton Woods, il y a sans doute de nouveaux modes de fonctionnement, de nouveaux objectifs à atteindre et qui nécessitent que les grands pays se mettent d'accord de nouveau pour refonder ce système. Embaixador, em visita recente à França, o presidente chinês Xi Jinping manifestou apoio às pretensões palestinas, por exemplo, de representação na ONU. Também propôs a solução de um estado, de 2 estados para aquela região, além de um cessar-fogo imediato do conflito com Israël. Como a França recebeu essas propostas do presidente chinês? Bah, écoutez, les positions de mon pays sont connues de longue date. Nous sommes pour une solution politique à 2 États. Nous pensons que c'est la seule manière sur le moyen terme d'arriver à une paix durable dans la région et donc nous faisons tous les efforts pour y arriver. Après, s'agissant des efforts qui sont menés sur la crise de Gaza et que vous venez de mentionner, oui, nous demandons une trêve humanitaire sans délai et oui, comme 142 États à l'Assemblée générale des Nations Unies, nous avons voté la résolution sur la représentation palestinienne qui a été votée aussi par le Brésil. Et je tiens à saluer le rôle qu'a joué le Brésil, notamment au Conseil de sécurité pendant toute la crise de Gaza et notamment quand votre pays avait la présidence dans une période très compliquée où elle a fait preuve à la fois d'une clarté de vue et d'un courage assez remarquable qui confirme ce que tout le monde pense, c'est-à-dire que le Brésil a toute sa place au Conseil de sécurité. Em março, o presidente Macron disse que a França eventualmente poderia enviar tropas para a Ucrânia caso os ataques russos se intensificassem. E no dia 8 de maio, no último dia 8, o presidente Vladimir Putin disse que, se isso acontecesse, as tropas, os soldados franceses seriam vistos como alvos legítimos. Nesse caso, um enfrentamento como esse poderia levar a uma escalada muito maior do conflito. Poderia representar uma ameaça à paz mundial até, talvez. Isso preocupa a França? Essa posição é uma posição fechada ou ainda em discussão na sociedade francesa? La France n'est pas en guerre contre la Russie, elle est encore moins en guerre contre le peuple russe. Mais elle est en total soutien du peuple ukrainien face à l'agression de la Russie. L'agression d'un grand pays contre un pays plus petit, l'agression d'un pays autoritaire contre un pays démocratique. Et il n'est pas question pour la France, il n'est pas question pour l'Europe, il n'est que la Russie gagne cette guerre. C'est une question à la fois de sécurité pour l'Europe,
C'est une question aussi de principe pour le monde. On ne peut pas accepter que la Charte des Nations Unies soit bafouée par un pays qui plus est membre des Nations Unies, du Conseil de sécurité des Nations Unies, et qu'un précédent comme ça surgisse en Europe, parce que demain, ce sera dans d'autres régions du monde, et la sécurité, y compris dans cette région du monde, en pâtirait. Donc le président Macron a exprimé l'intention de la France, l'intention des Européens d'aller jusqu'au bout dans le soutien au peuple ukrainien face à cette agression. O senhor vê alguma possibilidade de solução de curto prazo para a guerra na Ucrânia? Uma negociação? Há possibilidade? À court terme, je ne sais pas, mais mon pays, comme le Brésil, est partisan de solutions négociées, partisan de règlements négociés des différends et partisan de la négociation plutôt que du recours à la force. C'est une position générale et c'est une position de bon sens. Et donc, le jour où une négociation pourra être conduite, bien sûr que mon pays la soutiendra, bien sûr qu'il prendra sa part et bien sûr qu'il essaiera avec toute sa force, ses contacts politiques, son réseau diplomatique, son poids économique, de la soutenir. Néanmoins, il y a une question de tempo. On ne peut pas engager une négociation, et d'ailleurs l'Ukraine ne le souhaite pas, tant que l'agression n'a pas cessé. On ne peut pas négocier alors que des troupes sont en train d'attaquer vos villes et de tuer vos familles. Il faut que l'agression russe cesse, c'est ce que nous répétons, avant qu'une négociation puisse s'engager. Et pour le moment, on en est là, on en est dans une agression qui se poursuit et pour laquelle nous essayons avec tous nos moyens d'appuyer le peuple ukrainien qui se défend avec un courage qui force l'admiration. Embaixador, os Jogos Olímpicos começam daqui a alguns dias e a França deve apresentar uma série de novidades nos Jogos deste ano. Que novidades são essas? Écoutez, ça va être un très grand moment pour les Français, j'espère, pour le monde. Nous attendons énormément de ces Jeux Olympiques. Nous préparons la ville de Paris, les villes françaises. Nous avons nettoyé la Seine pour que les nageurs puissent y plonger. Et nous préparons un spectacle éblouissant pour l'ouverture le 26 juillet. Et j'ai bon espoir que nos amis brésiliens puissent voir ce spectacle. Nous travaillons notamment sur une retransmission de la cérémonie d'ouverture sur des très grands écrans sur la plage de Copacabana à Rio. Ce sera un très bel événement et j'espère que Français et Brésiliens à cette occasion pourront communier ensemble dans la fête du sport. Et en tout cas, on regardera avec beaucoup d'intérêt, de ferveur les performances des athlètes brésiliens. Vous savez que le Brésil, ne serait-ce qu'avec son football, est immensément populaire en France en matière de sport. Et je suis sûr qu'on va encore découvrir, voir de très belles performances d'athlètes brésiliens. En tout cas, moi, je suis très impatient. Os brasileiros têm uma triste memória ao enfrentar a França e perderam um campeonato mundial. Dessa vez, nos Jogos Olímpicos, digamos que a final seja Brasil e França, quem é o favorito? Je suis l'ambassadeur de France. Hein. Ma réponse va être un petit peu partiale. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que tous les amoureux de football comme moi, quand on voit le Brésil jouer, on est heureux. Parce que votre équipe, c'est vraiment des artistes. Et moi, dès que je peux, je vais voir des matchs. Je suis allé là récemment au Maracanã, à Rio. Et c'est une très grande expérience. Parce qu'à la fois, c'est des beaux joueurs et c'est un beau public. On sent l'âme du pays vibrer dans ces moments-là dans le stade. Expérience unique. O senhor sente simpatia por algum time brasileiro? Conhece os times? Moi, j'aime bien parce que c'est l'endroit où est notre consulat à Rio, donc j'aime bien Flamengo. Mais après, je me fais pas que des amis. Hein, et à São Paulo, je suis un peu Corinthians aussi. Ouais.
Ça va? Em France, Et en France, je suis parisien, donc je suis le Paris Saint-Germain, mais c'est une catastrophe là. Ils ont encore perdu en Coupe d'Europe. Les Parisiens sont très tristes. embaixador Emmanuel Lenin, muitíssimo obrigado pela entrevista. Foi um prazer receber o senhor aqui no Direito Sem Fronteiras. Bon, plaisir. Bem, o programa Direito Sem Fronteiras de hoje termina aqui. Na semana que vem estaremos de volta com uma nova entrevista com o embaixador ou com um representante de embaixada estrangeira. Muito obrigado também a você que nos acompanhou o programa de hoje e saiba que nosso programa está lá no site da TV Justiça e também no YouTube, no Instagram, no Twitter e no Spotify. É só digitar lá @Rádio e TV Justiça que você tem acesso ao nosso conteúdo. Muito obrigado, portanto, e até o próximo programa.